Deltas, marais, rivières et grandes plaines inondées sont le refuge d'une multitude d'espèces sauvages. Reconnues d'importance majeure, ces grandes zones humides jouent un rôle écologique vital pour la planète. Dans l'eau, au sol ou très haut dans la canopée, une flore et une faune exceptionnelles y ont trouvé refuge. Pourtant, vivre dans ces mondes inondés est un défi permanent. Le puissant cycle de l'eau y dicte sa loi. Au Pérou, dans le secret de la jungle amazonienne, la flore et la faune sont confrontées à une saison des pluies où l'eau envahit tout, et à une saison sèche où elle se retire brusquement. Mais ici, la vie foisonnante démontre que végétaux et animaux ont su développer de véritables capacités d'adaptation. Aux confins de l'Amazonie se cache un monde quasiment inexploré. Une gigantesque forêt vierge suspendue entre l'eau et le ciel. Les Indiens ont baptisé cet endroit la jungle des miroirs. Nous sommes au cœur de Pacaya-Samiria, la plus grande réserve naturelle du Pérou. Encadrée par les rivières Ucayali et Marañón, cette grande zone humide prend vie aux portes de l'Amazonie brésilienne. Sous cet épais manteau végétal qui s'étend sur plus de 2 millions d'hectares, se cache un nombre incalculable de rivières, de lagunes, de lacs et de cours d'eau éternels ou semi-permanents. Ils forment un complexe réseau hydraulique en forme d'entonnoir. Chaque seconde, 30 000 mètres cubes d'eau s'en échappent pour donner naissance au plus puissant fleuve du monde, l'Amazone. Pacaya-Samiria est la clé de voûte de l'ensemble du bassin amazonien. Un véritable écrin sauvage. Les animaux se sont répartis chaque étage de cette forêt ombrophile. 330 espèces d'oiseaux, 69 genres de reptiles et 130 espèces de mammifères vivent ici. Parmi eux, les 2 plus grands singes d'Amérique, le singe laineux et le singe attelle ou singe araignée. Cette forêt abrite aussi des espèces emblématiques, comme le tamandou, un petit fourmilier arboricole, ou le paisible capybara, le plus gros rongeur du monde. D'autres encore, surgis de la préhistoire, y ont trouvé refuge, comme le caïman ou le hoatzin huppé. Apparu il y a plus de 18 millions d'années, il est considéré comme le plus ancien oiseau encore existant. Toutes ces espèces ont défié le temps, appris à surmonter les effets dévastateurs des capricieux déluges qui frappent cette terre. Alimenté par des cours d'eau descendus des Andes et par 5 mois de pluie abondante, le réservoir de l'Amazone a fait le plein. Nous sommes fin avril, au tout début de la saison sèche qui se prolongera jusqu'en septembre. Cette année, les crues ont atteint des niveaux records. Elles ont envahi 65 000 km² de cette forêt et atteint les zones hautes généralement épargnées. Si la décrue ne s'amorce pas rapidement, ces arbres restés trop longtemps les pieds dans l'eau pourriront.
Les inondations compliquent le quotidien de nombreuses espèces, et tout particulièrement celui des paresseux. Celui-ci a épuisé les ressources de son hôte. Le temps est venu de conquérir un autre arbre, mais il est trop lourd pour s'élancer de branche en branche et beaucoup moins agile que les singes laineux. Pour passer d'un arbre à l'autre, le paresseux préfère habituellement la voie terrestre. Mais en ce moment, sa seule alternative sera de se jeter à l'eau. Une décision difficile à prendre, car les inondations ont permis aux prédateurs de quitter les rivières et les grands lacs et de prendre possession de la forêt. 3 espèces de caïmans patrouillent entre les troncs d'arbres. Les bancs de piranhas ont également étendu leur terrain de chasse. Mais le maître incontesté de ces lieux est ce serpent constricteur, l'anaconda. Avec ses 5 mètres de long et ses 200 kilos, il peut même s'attaquer aux caïmans. Totalement amphibie, il passe son temps principalement dans l'eau, en embuscade. Heureusement pour ce paresseux, le plus gros serpent du monde peut se contenter d'un seul repas par an. Naviguer dans ces eaux où la température est de 25 degrés n'est pourtant pas une partie de plaisir. Chaque hectare de cette jungle engloutie recueille 154 tonnes de feuilles par an. Sous cet épais tapis végétal, les prédateurs savent se rendre imperceptibles. Le paresseux n'est pas habitué à tant d'efforts. Sa température a fortement chuté. Son régime alimentaire très pauvre ne lui permet pas d'accumuler beaucoup d'énergie, ni d'avoir une grande autonomie. Il est épuisé. Pour s'économiser, il dort habituellement jusqu'à 14 heures par jour. Une performance qui le classe parmi les plus grands dormeurs du règne animal. Les singes araignées, eux, n'ont aucune raison de poser pied à terre. L'évolution les a dotés de membres démesurés qu'ils peuvent étirer de manière spectaculaire pour naviguer facilement dans la canopée. Leur queue préhensile leur permet de s'enrouler aux branches et de s'y maintenir fermement accrochés. Pour faire face aux menaces de ce territoire en perpétuelle mutation, les animaux ont appris à guetter les changements du cycle de l'eau. Caïmans, anacondas et piranhas n'auront bientôt plus leur place en forêt. La décrue est en marche. Début juin, la nouvelle inclinaison du soleil a provoqué une légère chute des températures et une sensible baisse des précipitations.
Les loutres géantes sont sur le qui-vive. Avec la décrue qui s'intensifie, leur cachette n'est plus à l'abri des caïmans. La jungle des miroirs se vide. Elle n'est plus alimentée par les cours d'eau andins qui se sont épuisés à une vitesse fulgurante. Les arachnidés et autres invertébrés qui avaient trouvé refuge en hauteur peuvent enfin regagner la terre ferme. Désormais, les rôles s'inversent. Pendant que les scorpions, les scolopendres ou les tarentules explorent leur nouveau domaine, ce sont les espèces aquatiques qui sont en danger. Dans les parties hautes de la forêt, les poissons qui n'ont pas regagné à temps les grandes rivières se sont fait piéger. Les mares se tarissent. Elles ne sont plus reliées au reste du réseau hydraulique de Pacaya Samiria. Ces bras de rivière qui s'assèchent n'offrent plus aucune issue aux piranhas condamnés à l'asphyxie. Les charognards vont attendre patiemment la poursuite du reflux pour s'offrir un véritable festin. Ce n'est là qu'une simple mise en bouche. Moins vulnérables que les poissons, les caïmans pourront toujours marcher d'un point d'eau à un autre avant de rejoindre les lacs et les rivières perpétuelles. Mais ici, rien n'est jamais simple. L'accumulation de feuilles et de branchages peut atteindre plus de 60 cm d'épaisseur. Elle entrave le repli des caïmans vers les grandes rivières couleur de thé, où les poissons sont allés se concentrer en masse. Et ce ne sont pas les seuls. Les dauphins roses sont aussi au rendez-vous. Ils savent que cette saison est celle de l'abondance. Dans ces eaux chargées de végétaux en décomposition, ils vont pouvoir pêcher les 3 kilos de poissons indispensables à leur équilibre. Ils sont idéalement fuselés pour naviguer dans ces fonds accidentés. Leurs longs humérus autorisent une exceptionnelle maniabilité des nageoires et leurs cervicales indépendantes leur permettent de bouger facilement la tête dans n'importe quelle direction. Les loutres profitent également de ces pêches faciles apportées par le reflux. Elles peuvent à nouveau étaler leurs 2 mètres d'envergure sur les plages, reprendre sans crainte leur activité favorite, le bain de soleil. Les loutres partagent ce territoire avec le plus gros rongeur du monde.
le capybara est lui aussi parfaitement adapté au mode de vie semi-aquatique que lui impose cet habitat. Durant la saison sèche, le temps qui passe est la promesse de grands changements. La jungle des miroirs se déshydrate inexorablement, perd ses reflets et son éclat. Fin juillet, le grand réservoir de Pacaya-Samiria s'est vidé. Qui pourrait imaginer qu'il y a un mois à peine, cette forêt était entièrement noyée sous plus de 10 mètres d'eau. Des ruisseaux qui se sont dissous ne subsistent que des amas de feuilles pourries et d'humus. Seules les traces laissées sur les troncs témoignent de l'ampleur des inondations. Dans la moiteur des sous-bois, un retardataire est en quête d'un nouveau refuge aquatique. L'anaconda est aussi à l'aise au sol que dans l'eau, mais il préfère la discrétion des profondeurs à ce monde vertical chancelant. Car la forêt souffre. L'humidité ronge les végétaux des zones intermédiaires restés trop longtemps immergés. Ils sont plus fragiles que ceux installés sur les hauteurs et par conséquent moins exposés aux grandes crues. Ils sont aussi moins bien adaptés que les arbres habitués à vivre près des berges. Une période dangereuse pour l'anaconda. Les singes laineux savent que s'aventurer près de ces arbres à l'agonie est périlleux. Mais durant la saison sèche, la pénurie de fruits les contraint à parcourir de longues distances pour cueillir les jeunes pousses ou quelques fleurs. Ces agiles équilibristes ont appris à se méfier de leurs hôtes. Ils sont attentifs au moindre gémissement de la forêt. L'anaconda a pu rejoindre son élément. Son corps est plus à l'aise au royaume des tortues, des piranhas et des caïmans. C'est aussi ici que vit le plus gros poisson d'eau douce au monde, l'arapaima. Il peut mesurer plus de 3 mètres. C'est pour le sauver que cette réserve naturelle a vu le jour. Mais victime d'une pêche intensive, il est aujourd'hui menacé. Chef du laboratoire de biologie génétique et moléculaire de l'Amazonie péruvienne, Carmen Rosa Garcia de Avila est la spécialiste de la conservation de l'arapaima, que l'on appelle ici le païché. Auprès des pêcheurs indigènes,
elle mène de fréquentes campagnes de sensibilisation. Le paiche est une espèce qui a très peu évolué. Il possède une respiration semi-pulmonaire. Il respire de l'air comme nous. C'est une espèce emblématique pour l'Amazonie. En tant que prédateur, il permet de maintenir l'équilibre de l'écosystème. Il contrôle la prolifération d'autres poissons. S'il n'y avait pas de prédateurs comme le paiche, il y aurait abondance de proies qui bouleverseraient cet environnement. Si cette immense réserve naturelle est l'un des rares écosystèmes de notre planète resté intact, son avenir est désormais en sursis. La région est victime d'une forte pression démographique. Installés en périphérie de ce paradis sauvage, les hommes convoitent ses richesses, sans mesurer la fragilité et l'importance de ce territoire qui nourrit le plus important poumon vert de notre planète. Les quotas de pêche sont devenus stricts et seule l'ancienne tribu autochtone des Kokama-Kokamiya a la permission d'y pêcher. Le paiche est le fruit de 5 millions d'années d'évolution, le symbole de la fantastique multiplicité d'espèces qu'accueille ce monde immergé. Le caïman noir, le plus grand prédateur d'Amazonie, apparu sous sa forme actuelle au Jurassique, est un véritable fossile vivant. Au même titre que la raie géante à aiguillon et l'étonnante tortue-feuille, des espèces nées il y a 100 millions d'années. Tous se sont parfaitement adaptés à cet environnement extrême. Au cours de l'évolution, la tortue Matamata s'est dotée d'une tenue de camouflage absolument unique. Elle lui permet de se rendre totalement invisible au milieu des feuilles qui tapissent les fonds de la jungle des miroirs. Si ces espèces endémiques du bassin amazonien ont surmonté énormément d'épreuves, elles sont devenues terriblement vulnérables. Le paiche existe depuis la fin de l'ère tertiaire. Avec le soulèvement des Andes, il y a eu une réorganisation des fleuves qui ont formé le fleuve Amazone et avec lui, les différents endroits où vit actuellement le paiche. La pression de la pêche a provoqué une considérable diminution des populations de paiche en Amazonie. Pour cette raison, le traité international des espèces l'a inscrit dans la liste rouge des espèces en voie de disparition de la CITES. Plus de 250 espèces de poissons cohabitent dans cet environnement, soit la plus grande diversité de poissons d'eau douce au monde. Pourtant, ici, chaque année, à la fin de l'été, l'accélération de la décrue fait des ravages. Au mois d'août, au plus fort de la saison sèche, quand les ruisseaux et petits lacs ont disparu, les charognards s'invitent en nombre au cœur de la forêt. Les vautours peuvent enfin prendre place aux premières loges de ces flaques boueuses, où ils n'ont plus rien à redouter des caïmans. Pour profiter de ce banquet, ils devront simplement se méfier de la voracité et des coups de bec de leurs congénères.
Fin août, après 4 mois sans précipitation, la forêt étouffe. La pêche est devenue facile dans ce cours d'eau où les poissons se sont réfugiés. Mais les loutres géantes doivent rester vigilantes. L'entrée de leur terrier est maintenant totalement à découvert. Leur famille est devenue vulnérable. Rien ne lui échappe. Grâce à la position de ses narines, de ses yeux et de ses oreilles alignées sur un même plan, cette créature amphibie s'adapte facilement aux variations de son environnement. Les plages qui se sont reformées accueillent d'étonnants balais de papillons. Ils sont venus profiter des remontées de sels minéraux. En aspirant l'eau boueuse puis en la filtrant avant de l'évacuer par l'anus, ils accumulent dans leur intestin postérieur la quantité de sel dont ils ont besoin. Malheureusement, la douceur des bancs de sable n'attire pas seulement les papillons. Les messages d'alerte sont efficaces. Le caïman comptait sur l'effet de surprise. C'est raté. Dans cette grande zone humide, la faune sauvage doit s'adapter en permanence à un milieu instable, où d'une saison à l'autre, tout peut s'opposer. La hauteur des berges, la profondeur des lacs et des cours d'eau peuvent passer de quelques centimètres à plus de 10 mètres de profondeur. La largeur des rivières peut varier radicalement de 50 à 150 mètres. Alors que les arbres des zones intermédiaires sont extrêmement sensibles à ces bouleversements, ceux qui vivent près des berges ont développé d'efficaces stratégies d'adaptation. Avec ses racines aériennes en échasse, le palmier pona peut affronter sans trembler les capricieuses vagues de flux et de reflux. Les Indiens l'ont baptisé le palmier marcheur, car ses longues ramifications lui permettent en quelque sorte de se déplacer. En cas de coup dur, si un autre arbre lui tombe dessus et le renverse, ses longues racines lui permettront de se redresser un peu plus loin. Cette année, les inondations n'ont pas épargné les grands arbres installés loin des rives. L'eau a fragilisé leurs racines. En s'effondrant, ces colosses de chlorophylle entraînent d'autres arbres dans leur chute. C'est dans ce chaos que cette forêt se régénère. Sous cet impénétrable écran végétal où seulement 2% de la lumière solaire atteint le sol, les arbres malades vont ainsi laisser place à la lumière indispensable au développement des jeunes pousses. Leur chair en décomposition les nourrira et les rendra plus forts. Dans cette jungle, si la vie et la mort sont intimement liées, rien ne se perd, tout se recycle. L'hécatombe ne profite pas uniquement aux graines et aux jeunes pousses. C'est aussi une aubaine pour les fourmis champignonistes.
En 48 heures, elles peuvent dépouiller un arbre tombé au sol, taillant et transportant des morceaux inversement proportionnels à leur taille. Cette récolte végétale sert de support organique aux champignons qu'elles cultivent et dont elles se nourrissent. Ce fourmillement frénétique est un signe. La saison sèche atteint son apogée. Si le temps semble suspendu au-dessus de la jungle des miroirs, rien n'y est éternel. Le retour des pluies est imminent. Fin septembre, la terre et le ciel vont s'unir à nouveau pour donner naissance au déluge. La saison des grandes précipitations, qui va s'étirer jusqu'au mois d'avril, correspond au moment où la position du Soleil est au plus haut. Les animaux ont appris à se méfier de ces violentes averses. Et les sirènes de l'Amazone n'en sont pas dispensées. Leur sonar leur permet de bourlinguer dans ces eaux boueuses, mais les dauphins peuvent se retrouver piégés parmi les tonnes de débris que charrient les rivières en crue. Chaque année, plus de 3 mètres d'eau se déversent en moyenne sur la région. Mais cette fois, ces inondations inédites ont même surpris les Kokakokamiya, les Indiens installés en bordure du parc depuis des générations. Dans ce monde submergé, le tamandou s'accommode parfaitement des conditions extrêmes auxquelles il est soumis. Contrairement à son cousin le tamanoir qui vit au sol, ce petit fourmilier est devenu arboricole. Ses griffes et sa puissante queue lui permettent de déambuler aisément dans les arbres. Il va profiter de la fraîcheur de la nuit pour chasser les insectes qui s'éveillent, alors que l'eau poursuit sa conquête. Les lacs et les lagunes se remplissent et s'unissent. En décembre, les averses s'intensifient. La branche mère de l'Amazone, le rio Ucayali, a parcouru 2670 km depuis les Andes pour rejoindre le rio Marañón, l'autre mer hydrologique du grand fleuve. Leurs flots viennent se mêler à ceux des rivières Pacaya et Samiria.
En janvier, cette grande zone humide renoue avec la démesure. Plus de 6 millions d'hectares se retrouvent inondés. Tortues et anacondas ont retrouvé toute l'ampleur de leur royaume sous-marin. Ils n'ont plus de mal à circuler librement d'un lac à un ruisseau ou une rivière, car désormais, ils ne font plus qu'un. Les raies, les piranhas et les tortues se sont à nouveau dispersés dans ce gigantesque dédale aquatique, où l'anaconda sait se faire discret. Quand il guette une proie, seule une partie de sa tête reste à la surface. La position de ses yeux et de ses narines lui permet ainsi de respirer et d'observer, son corps volumineux demeurant caché dans l'eau. Les poissons ont retrouvé refuge dans l'inextricable treillis formé par les racines des palmiers marcheurs, où les dauphins ne pourront les atteindre. Dans les lacs et les rivières transformés en océans d'eau douce, la donne a changé pour les cétacés. Les dauphins roses et les dauphins gris doivent se fédérer pour tenter de rabattre plus efficacement les poissons qui se sont éparpillés. Dans ces réservoirs d'eau pleins à ras-bord, l'absence de courant a facilité l'invasion des jacinthes d'eau. Elles forment un tapis de jeu idéal pour les bébés crocodiles. Cette embarcation qui s'enfonce dans un dédale de canaux conduit Andy Viscera sur sa zone d'étude. Ce biologiste participe à l'inventaire national des espèces aquatiques de ce secteur, mis sous haute protection par les autorités péruviennes. Bonjour, je suis Andy Viscera, biologiste. Bonjour. Vous venez souvent pêcher dans cette zone? Oui, cet endroit est idéal pour la pêche. Tu peux me donner un coup de main pour mes études? Aucun problème. J'ai aussi envie de savoir ce qui se passe et de mieux comprendre pourquoi il y a moins de poissons. « 23 cm et 140 grammes. Tu peux me dire à quoi servent ces mesures?
Nous essayons de réaliser des statistiques sur la pêche et la quantité de poissons consommés par chaque famille de pêcheurs. Nous établissons aussi un inventaire de la faune sauvage locale pour estimer les populations de poissons, d'oiseaux, de reptiles et de mammifères, les singes par exemple. Très bien. C'est un travail qui doit profiter à tous, et surtout aux personnes qui vivent dans la réserve. Vous pêchez beaucoup de piranhas par ici? Non, ici très peu. Bon, merci pour votre aide. Allez, au revoir. Les efforts de sensibilisation mis en place par les autorités commencent à porter leurs fruits. Le braconnage a sensiblement baissé et les habitants de la réserve prennent conscience de la valeur de leur environnement. Depuis le mois d'octobre, le ciel n'a cessé de se déverser sur la région. En avril, la jungle des miroirs a retrouvé toute son allure, lisse, immense et insondable. À la fin de la saison des pluies, le territoire navigable des animaux amphibies et aquatiques n'a pratiquement plus de limites. Au même titre que les dauphins, les loutres géantes sont à la diète. Elles aussi sont obligées de s'allier pour tenter d'attraper les poissons qui se faufilent entre les troncs d'arbres. Dans cette forêt qui se referme au-dessus des eaux aux reflets cuivrés, chacun a retrouvé sa place. Abreuvée par 6 mois d'intenses précipitations, la forêt offre ses fleurs et ses bourgeons aux myriades d'insectes sortis de leur abri. Dans les branches intermédiaires, le tamandou, épuisé par sa virée nocturne, va se coucher. Plus haut dans la canopée, les primates, les toucans et les perroquets vont profiter de cette saison où les fruits apparaissent en abondance. C'est aussi le moment où le singulier Saki de moine accepte de se montrer. Très apprécié pour la finesse de sa chair, il a quasiment disparu dans cette partie de l'Amazonie.
les discrets capucins bruns ont colonisé les bras d'un géant chargé d'offrandes. Ils vont pouvoir profiter de ces noix du Brésil pendant plusieurs semaines. Extrêmement agile et dégourdi, il maîtrise parfaitement l'art du décortiquage. La température va bientôt atteindre 35 degrés, avec un taux d'humidité proche de 90%. Pas de quoi décourager les singes laineux à épaisse fourrure, impatients de se délecter de tous ces fruits dont ils ont manqué pendant plusieurs mois. Ces équilibristes sont capables d'atteindre les endroits les plus inaccessibles. Les singes jouent un rôle essentiel pour le renouvellement de la forêt primaire tropicale. Les arbres profitent de la grande mobilité des primates qui disséminent les graines contenues dans leur déjection. Et ce ne sont pas les seuls jardiniers de cette forêt. Certains poissons peuvent eux aussi disperser les semences jusqu'à 5 km aux alentours. Dans ce monde oublié, chaque élément, chaque créature, même les plus infimes, sont intimement liés. C'est aussi le cas pour le paresseux. Lorsqu'il se glisse dans l'eau pour changer d'arbre, il va y puiser d'étonnants bénéfices. Des micro-algues s'accrochent à son pelage rêche et vont s'y développer, lui donnant cette teinte verdâtre. En se léchant pour se nettoyer, il mangera ces algues riches en glucides et en lipides. Elles viendront naturellement compléter son alimentation peu énergétique. Dans cet univers d'eau et de chlorophylle, se nouent ainsi des interactions souvent insoupçonnées. La jungle des miroirs est un écosystème précieux et complexe, dans lequel le cycle de l'eau joue un rôle essentiel. Lorsqu'il s'inverse au mois de mai, l'eau charrie d'importantes quantités de limon, propices à l'épanouissement de la flore. Brassés par le reflux, l'argile et l'humus en suspension vont se déposer sur les sols des forêts provisoirement inondées de Pacaya samirea. Et plus bas encore. Entraînés à 200 km de là, ces flots riches en nutriments vont alimenter l'Amazone. À son tour, le grand fleuve en crue va les répandre et fertiliser la plus grande forêt primaire au monde. Nulle part ailleurs,
la diversité de la flore n'est aussi riche. 1 km² peut contenir jusqu'à 90 000 tonnes de matière végétale vivante. Ce fragile écosystème ne joue pas seulement un rôle crucial pour l'équilibre de l'ensemble du bassin amazonien. De tous les milieux naturels, la forêt tropicale fait partie de ceux qui absorbent le plus de carbone. Ce qui se passe dans la jungle des miroirs aura un retentissement sur l'ensemble de la planète.